reconnaissez sûrement cet animal. Dans les années 70, il a fait le tour de la planète. C'est un de ces bébés phoques qu'on chassait sur les glaces au large du Canada. Les protestations sont venues du monde entier et ont mené à l'arrêt complet de cette chasse. Une grande victoire pour les écologistes. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la chasse commerciale aux phoques se poursuit toujours. Pas aux petits blanchons comme autrefois, mais à des animaux qui sont à peine plus âgés. Et sur les glaces, à chaque année, les mêmes protagonistes se rencontrent. Il y a d'un côté les défenseurs des droits des animaux qui disent, et je cite, que la chasse commerciale aux phoques est cruelle, sans aucune valeur économique et non durable. Et de l'autre côté, il y a les chasseurs, dont le champion incontesté est le ministre des Pêches de Terre-Neuve, qui a déclaré en Chambre « Je voudrais voir les 6 millions de phoques, ou peu importe leur nombre, tués et vendus, ou détruits ou brûlés. Je me fiche éperdument de ce qui peut leur arriver. Et plus on en tue, plus j'aime ça. » Et ces phoques, qui sont-ils? Eh bien, nous les avons suivis dans leur migration annuelle et nous avons rencontré ces humains qui font face aux mêmes conditions difficiles, soit pour les abattre ou, au contraire, pour les protéger. Avec l'été, le Groenland sort de la grande noirceur. Les glaciers qui descendent des hauts plateaux atteignent l'eau libre. Ils se brisent en morceaux gigantesques qui deviennent des icebergs et commencent aussitôt un long voyage vers le sud au gré des courants. Comme à chaque année, depuis des millénaires, des centaines de milliers de phoques arrivent du sud. Ils ont nagé jusqu'à 3000 km pour se rendre ici. Ils viennent établir leur quartier d'été autour de cette île immense qui s'étire vers le pôle Nord. Pendant des jours et des jours, ils arrivent, seuls ou en groupe. Ce sont des phoques du Groenland. Les scientifiques les nomment Phoca groenlandica. En Europe, on les appelle aussi phoques du Canada parce qu'ils viennent au monde sur la banquise au large de Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laurent. Cette femelle a 5 ans. Elle est née sur les glaces du Golfe. Elle est maintenant en âge de se reproduire. Pendant l'été où le soleil se couche à peine, elle aura tout le loisir de se gaver du caplan, de la morue arctique et des petits crustacés qui forment l'essentiel de sa diète. Pour le moment, la jeune femelle veut se reposer, mais elle doit rester vigilante. Elle a eu tout le temps d'apprendre que le danger vient de terre.
Ici, au Groenland, les hommes ont appris à vivre avec les ressources de la mer. Bien sûr, les poissons, mais aussi les mammifères marins, les narvals, les belugas, les morses et surtout les phoques. Et c'est une tradition qui existe depuis l'arrivée des hommes sur cette terre rocheuse. Le Groenland est un territoire autonome rattaché politiquement au Danemark, qui est également son premier partenaire économique. Ici, la viande de phoque est consommée dans beaucoup de foyers, mais les produits du phoque représentent une part infime de l'économie du pays. La femelle est arrivée avec un groupe d'une centaine de phoques. Pendant l'été, quelques-uns ont été la proie des ours, des épaulards et des morses. D'autres ont remonté très loin au nord et à l'ouest, jusque dans les plus lointaines îles de l'archipel arctique canadien. Mais quand l'automne arrive, la plupart des phoques redescendent vers le sud, semaine après semaine. La femelle est du voyage. Elle doit se rendre au lieu ancestral où elle est née, à 2500 km d'ici. Au Canada, il y a 2 régions de mise bas pour les phoques du Groenland. La plus importante se trouve dans l'Atlantique, au large du Labrador. À mesure qu'ils arrivent, les phoques errent dans les parages et se nourrissent en mer, attendant que la banquise se forme. Nous voici sur la côte du Labrador. Quand l'hiver sera vraiment installé, la banquise s'étendra très loin au large, vers l'est et vers le sud, jusqu'à l'île de Terre-Neuve. Cette région se nomme le Front. C'est là que les hommes viennent chaque année chasser les phoques du Groenland. Les 3/4 des prises canadiennes se font sur cette plateforme qui flotte en pleine mer sur des centaines et des centaines de kilomètres carrés. 'Twas Friday morn when we set sail, our ship not far from land. We did spy very pretty maid with a comb and a glass in her hand, her hand, her hand, with a comb and a glass in her hand. And the raging seas did roar, and the stormy winds did blow. And we jolly sailors were laughing up aloft, and the landlubbers lying down below, 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 and the landlubbers lying down below. Then up spake the captain of our gallant little ship, a brave old man was... C'était des centaines de personnes par bateau. C'était de véritables armées des glaces. À l'époque des grandes chasses, il y avait les Écossais de Peterhead et il y avait les Norvégiens qui chassaient la même banquise finalement que d'égurgiter le détroit de Davis. Ils pouvaient partir 1 mois, 6 semaines, ça dépendait. Ils y allaient jusqu'au moment où le bateau était rempli, s'ils pouvaient remplir le bateau. Plus la chasse s'est industrialisée, plus il y a eu des désastres. Une année, il y a eu 260 noyés à la chasse aux phoques à Terre-Neuve, 2 bateaux.
de Newfoundland, et puis un autre vieux rafio qu'ils avaient envoyé dans le Golfe. C'était aux abords de la guerre 14-18. Alors il y avait une grosse demande d'huile en Angleterre, donc ils avaient pris absolument tous les bateaux là, qui flottaient encore un petit peu, même des bateaux de 90 ans d'âge. Et ils les avaient envoyés, ceux-là qui étaient des paniers percés, ils les avaient envoyés dans la chasse du Golfe. Sauf que pour revenir du Golfe à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, il faut naviguer dans les eaux qui passent pour les plus dangereuses du globe, qui sont le détroit de Cabot. Alors, ils ont pris une tempête, là, juste en doublant le Cape Ray, et le bateau a coulé avec ses 150 hommes d'équipage. Puis le Terre-Neuve, ils ont tous gelé sur la glace. La vie à Terre-Neuve et au Labrador a toujours été dure. Pour les pêcheurs, comme toujours, le danger vient de la mer. Depuis des générations, elle a pris beaucoup de vies humaines. Il n'y a pas grand-chose qui pousse sur ces rochers. Certainement pas les agrès de pêche, le fioul, les pièces pour les moteurs. Alors pour survivre ici, il faut échanger avec le Sud. Mais d'abord, il faut attraper du poisson. Et lorsque les stocks de poissons disparaissent, les effets sont plus dévastateurs que la perte d'un navire sur un récif. Ce sont des communautés entières qui meurent petit à petit. When we've had a collapse of the fishery, there's a lot of spin-off outside the fishery, right? Employment and a lot of work in other areas. That's not there anymore. So young people who weren't even directly involved in the fishery, they no longer have places to go to work here in Newfoundland. They move away. Do you think you've lost a generation like the young who would have gone into fishing? Yeah, definitely. Where are they? Eventually there won't be any fishermen, I guess. When they all die, right? Most of our young men are. They want to eliminate the fishermen. This is the way they're doing it, and that's what's going to happen. I mean, there's no young people going back in it. You can't get in. You need a letter from the man above to get into the fishery now. We're not saying to go out and wipe out the whole seal herd. We don't want to do that. We just want to be able to bring the seal herd down to a degree where the cod can live with him and we can live with him. We can make a living from the cod, and we want to, as long as it's sustainable. That's the main thing and keep everything on a balance like it was years ago. The reason for the problem with our cod stocks is overfishing. Okay, so that was the main reason for having to close her down. Okay. But now when we talk about recovery, seal herds have multiplied so rapidly since the closure of the offshore seal hunt that now we got a concern that, seals, a major part of the diet of seals is cod and capelin. Right, so if we want to keep exploiting the fish stocks in a balanced way, we have to consider the seal as a part of the whole process. The seal fishery is more important to us, as I mentioned, than ever it was before, because it's with small crab quotas and small shrimp quotas, in particular when you talk about the traditional small boat fishermen. La chasse commerciale aux phoques du Groenland est une des dernières grandes chasses d'animaux sauvages au monde. À part l'Australie, où on attrape les kangourous pour leur viande, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la planète où les grands mammifères sont assez nombreux pour qu'on les considère comme des compétiteurs de l'homme. La seule source que l'on a là, pour savoir un petit peu ce qui s'est pris comme phoque, c'est le Schaff Record Book of Sealing. Là. Donc, on a pu, à partir de ces ventes et des captures, établir une certaine logique de la démographie des phoques par rapport à une chasse de plus en plus intense. Je pense que la plus grosse, elle est arrivée au temps où on chassait encore à voile, et c'était quelque chose comme 734 000 blanchons qui avaient été abattus, ce qui correspondait à peu près à tout ce que le troupeau avait pu produire. C'est arrivé à un moment donné où, même en augmentant l'effort de chasse, on n'augmentait plus les captures. Donc ça voulait dire qu'on chassait trop. Comme plus d'1 million de phoques, la femelle emprunte le détroit de Belle-Île et fera encore 600 km pour se rendre au centre du golfe du Saint-Laurent, au large des îles de la Madeleine.
à faire la pêche dans un bateau qui coule. C'est encore pire quand il y a de la houle. Écarte de l'eau de ton bateau pour arriver au quai. Tu sors ton poisson et te pour recommencer. Pêcher, pêcher, aux îles de la Madeleine. Beaucoup de travail, beaucoup de peine. Donc, qu'est-ce qu'il faut expliquer? Moi, quand la face vient là, tiens, c'est... Moi, le 1er février, là, il n'y a pas de lumarans quand même. Les vieux de la première d'hier, les lumarans commencent à emmener le 18. Alors, moi, le 1er février, là, ça commence à aller voir sur le bord de l'eau. Hein, c'est des... Regarde, des fois, il n'y a pas une terre, quelque chose. C'est plus fort, c'est quand ça vient de l'eau. Il n'y a pas... C'est pas explicable. Puis en plus de ça, c'est l'économie. On lit à un troupeau de 6 millions de bêtes, là, avec 1 million en vente. Il n'y a plus de morue. Pêcher, pêcher, aux îles de la Madeleine. Beaucoup de travail, beaucoup de peine. C'est pas le temps de planer quand il y a du travail à faire. Demandez aux pêcheurs s'ils ont le temps de prendre une bière. C'était vraiment quelqu'un, si tu pouvais aller, je fais partie d'une escouade. Ça va passer du stade de jeune à adolescent presque un homme. Hein. Je pense que c'est des gros moiseaux. C'est l'expérience que tu prends pour être capable de voir dans une journée, voir les courants, ça va travailler. Tu le sais d'avance qu'à telle heure, ça va être bon de passer à telle place ou de quelle façon on doit travailler. La connaissance de la glace comme telle pour pas te sacrer à l'eau à ton bout de chat. Il est temps pour la femelle de mettre bas. Elle doit monter sur la banquise. Ses ancêtres très lointains étaient des carnivores terrestres et son petit ne pourrait pas survivre s'il naissait dans l'eau. Il mourrait de froid et d'épuisement. Elle hésite avant de monter. Toujours, le danger vient de terre. Mais si elle est en trop, elle aura une moins bonne place. Les femelles plus expérimentées se sont installées au centre de la banquise qui restera solide plus longtemps. La femelle est venue ici à 3 reprises depuis qu'elle est née. Mais auparavant, elle se tenait avec les autres immatures et ne venait pas sur les glaces avec celle qui devait donner naissance. Cette année, elle doit monter. Mais elle hésite encore. Elle n'est pas vraiment pressée. Par un processus mystérieux, la femelle peut retarder le moment de l'accouchement si elle ne trouve pas le banc de glace propice. Ce qui m'a toujours fasciné là-dedans, c'était la technique des glaces, comment marcher sur les glaces, comment savoir quel type de glace tu mets pas tes pieds dessus parce que tu passes au travers. Et savoir où étaient les phoques aussi, parce que maintenant il y a du repérage aérien qui se faisait, mais il y a juste 25-26 ans, il n'y avait pas de repérage qui se faisait. Tout le monde galopait Willy Lebel. Lui, il avait le flair, alors quand on voyait sa camionnette passer, s'il s'en allait vers la Pointe-aux-Loups, il y avait une file qui suivait la camionnette de Willy Lebel à la Pointe-aux-Loups. Et des fois, il fallait marcher pour trouver les phoques 5000 au large, là, sur les glaces. Mais l'hiver, le mois de mars, c'était avec des petits canots sur la glace à pied. Puis là, le matin, à 5 heures, les gars, c'était tous des pêcheurs, la plupart, partaient avec leurs équipes, puis là, ce que c'est qu'il avait vu les phoques le soir. On va pogner le bouscaille, le gros, là-bas. Ouais. On n'avait pas le choix. L'hiver, c'est tout ce que tu avais l'hiver, la chasse. Hein? Il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait rien. Quand tu avais fini la pêche, il fallait que tu attendes la pêche du printemps. Ouais. Fait que si tu pouvais faire 200-300 piastres de l'hiver, ben, ça valait la peine. Ça marche mal, le
Disons une équipe de 5 hommes, là, à 2-3 000 des côtes, là, il n'y a pas tant de 50 de pots de phoque. Environ 50, là, c'était pas mal, là. Ouais. Quand les routes étaient belles, je sais que la glace n'était pas trop rough, là. On y allait tous les jours, quand ben, ça ne durait pas longtemps. Disant que le troupeau de phoque approche à les îles avec les courants, les vents. Des fois, ça aurait duré une journée, des fois 2 jours, des fois, ça pourrait aller une semaine. Ça dépendait de la température, hein, parce que les phoques étaient à la drive autour des îles. La femelle a trouvé un endroit assez éloigné pour qu'on la laisse en paix, mais suffisamment près pour que la vue des autres la rassure. Quand ça me dans les loups-marins, il n'y a plus personne qui dormait, là, c'était... Ouais, c'est pas là. On regardait sur les cartes partout, des semaines d'avance, puis on prenait le canot, puis on allait couvrir sur le bord de la glace, le déboris qu'ils appellent, là, la glace qui reste tout à l'heure. Je suivais, il faut marcher en arrière, parce qu'il y avait de la mauvaise glace, là. Faut faire attention à où on met ses pieds. Ce que c'est qu'ils mettaient sur pied, il faut qu'ils mettent le pied dedans. À la même place. Pour pas tomber à l'eau, ben oui. Jusqu'à temps qu'on vienne habituer. Puis là, les premières journées, les phoques étaient proches, mais oui. ça allait. Mais là, quand c'était pas trop serré, là, le bateau, il avançait, il faisait du chemin, il avançait tout. C'est tous les blancs que vous chassiez? Tous des blancs, pas de gros pour les russes. Non, c'était pas payant, c'est le blanc. Le bébé phoque qui vient de naître a peu de graisse et seule sa fourrure laineuse le protège du froid au moment où il passe d'un milieu liquide, noir et chaud à 37 degrés à un autre où il fait moins 10, qui est dur comme de l'acier, d'un blanc éblouissant. Dès que son petit est libéré de la membrane fœtale, la mère le renifle profondément. Elle doit s'imprégner de son odeur et enregistrer le son de sa voix. Ainsi, elle le reconnaîtra parmi les centaines qui gémissent et se tortillent comme des chenilles sur la banquise. C'est le seul qu'elle acceptera et protégera. Quand moi j'ai commencé à travailler sur les phoques, c'était vraiment le Blanchon qui était chassé.
Puis ça, cette chasse au blanchon, ça s'est arrêté, là. Il s'est passé quelque chose. En fait, il y a eu un mouvement de protestation contre la chasse aux phoques qui a grossi jusqu'à aboutir à un moratoire sur des produits de phoques du Groenland, de phoques à capuchon en Europe. Alors, une interdiction par les pays européens d'acheter ces produits-là a fait que la chasse ici a été, à toute fin utile, arrêtée parce qu'elle n'était plus rentable. Nous autres, aux Îles-Madeleines, on accueille tout le monde. On connaît quelqu'un, il va descendre au Port-Vieux, chez nous. On ne l'a pas connu, on va l'emmener chez nous. C'est ce qui est arrivé avec Cause. Comment est-ce que je vais l'appeler? Serge Deglan. Serge Deglan. C'est lui le coupable. On a engagé 2 gars des îles, je ne sais pas comment ça a donné. Ils l'ont emmené chez les glaces d'un hélicoptère. Il a habillé des gens à moitié en vie. Puis lui a filmé. Sa cassette, ça vaut lieu des millions. Hein. Ça a été partout. C'est ça qui a tout fait. Là. Ça a été la clé, ça, de la fermeture de la chasse. C'est à partir de ce film-là, de ces images-là, que toute la campagne contre la chasse au loup marin est arrivée, que les gens s'en sont mêlés, y ont mêlé beaucoup de sensiblerie. Et Deglan, dans son film, d'ailleurs, c'est ça qui l'a choqué, c'est que ça se fasse au bâton. C'était pas tellement de tuer un phoque qui l'écorchait, Serge, mais c'était la façon dont on le faisait. C'était ce geste primitif, la massue. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, au contraire. C'était cette proximité. Quand on tuait un phoque, là, on avait conscience vraiment de donner la mort. On donnait la mort pour acquérir, pour une survie, pour une subsistance. Il y avait une charge symbolique à ce geste-là qui était primitif, qu'on ne retrouve plus quand on tire au fusil. Quand on tire au fusil, c'est l'œil qui tue. C'est un petit peu du Nintendo, si on veut, par rapport à la massue. Dans le premier, j'ai pleuré avant de le toucher. J'étais jeune. Mais après ça, quand j'en ai tué un, c'était fini. J'ai pu en pleurer après. Le premier, j'y frottais, je le voyais les yeux pleins d'eau. Je croyais qu'il pleurait, mais je pleurais moi aussi, mais ça n'a pas été de même après. Faudrait que tu le fasses. Le premier est toujours plus difficile que les autres, mais le premier, tu te posais toujours la question. Mais c'est ça que j'enlève la vie à ce loup marin-là. Mais t'avais au moins la conscience de dire, mais écoute, je le fais parce que j'ai besoin de le faire et je dois bien le faire. Puis un coup avec un bon temps sur la tête, c'était radical. Au début des années 60, des articles dans des revues scientifiques autant que dans des revues populaires accusant des chasseurs de phoques de pratiques inhumaines et, dans certains cas, allant jusqu'à dire que l'espèce allait un jour ou l'autre disparaître parce qu'on en abusait. Tout ça a débloqué sur le milieu des années 60 par la création du premier vrai groupe bien organisé qui visait strictement la chasse aux phoques et qui s'appelle le IFA, International Fund for Animal Welfare, qui dès 1965 a pris un envol. Et c'est ce qui a lancé le mouvement de protestation à un niveau très public. Every year since 1996, IFA has given pictures of sealing industry abuses to the authorities, who have used the evidence to file charges for violations of Canadian law. But the cruelty has continued. Why are you making that mess in that ice? Hurry up, Piper. Easy. You never get it. You'd never pill the 100 in a day. How's he dead or what? En réponse au moratoire européen de 1983, le gouvernement canadien a institué une commission royale d'enquête. Il a donné la présidence de cette commission au juge Albert Malouf, 5 commissaires qui ont fouillé à fond le dossier sous tous ses aspects. Biologie de la population de phoques, estimée de population, les différentes espèces, l'exploitation historique et présente. Les possibilités dans l'avenir, le mouvement de protestation. En fait, tous les dossiers ont été fouillés très à fond. Et la commission a soumis son rapport en 1986. Parmi les recommandations, l'interdiction de la chasse au blanchon pour protéger l'image du Canada. De permettre quand même une chasse aux phoques parce qu'on jugeait que la population était suffisante pour supporter une certaine chasse.
C'est juste à cause de l'opinion publique. Parce qu'il est beau, parce qu'il est plus fin, puis il est plus drôle que les autres, tu le tues pas. Mais au fond, c'est quoi, là? Quand le moratoire sur la chasse au blanchon est devenu effectif en 1983, l'économie des îles a certainement un peu souffert. Alors, à ce moment-là, il y a des gens, des entrepreneurs qui ont décidé de mettre sur pied une entreprise touristique qui consiste à amener des gens d'un peu partout dans le monde voir un spectacle unique. Parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où on peut voir un troupeau de phoques comme ça, d'aussi proche. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une expérience vraiment unique. Dans les grosses saisons, notre opération ici au Château Madino, on sort facilement 600 à 700 personnes.
La mère et son petit sont des vases communicants. À mesure que lui grossit, elles rapetissent. À son arrivée, la mère avait une couche de graisse de 70 kilos. Son sang et son foie véhiculent cette graisse et l'incorporent au lait. Le petit le transforme en tissu et en graisse qu'il dépose à son tour sous sa propre fourrure. Chaque jour, la mère perd 3 kilos et le petit en prend 2. Après 5 jours, la couche de graisse du blanchon aura 2,5 cm d'épaisseur, puis 5 cm. En moins de 3 semaines, il aura triplé son poids et sera sevré. Après le sevrage, le bébé phoque perd son poil blanc et on peut le chasser en toute légalité. Quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, comme moi, le blanchon, est, disons, à 10 jours, il est blanc, puis à 12 jours, il est gris. C'est le même phoque. C'est le même phoque, c'est un bébé encore. C'est ça. C'est un bébé, mais il n'a pas mis au poil, c'est la couleur. Là, c'est la couleur. C'est juste la couleur. Parce que c'est blanc, juste la couleur. C'est ça. Puis qu'il pleut, puis qu'il a les yeux pleins d'eau. Nous autres aussi, quand on mange dans le vent, on a les yeux pleins d'eau. Hein? C'est pas normal qu'on ne peut pas le tuer à nouveau, puis qu'on peut le tuer à 12. I'm here with the International Fund for Animal Welfare. We come out to the ice every year to visit live seals and also to monitor Canada's commercial hunt for harp seals. We've been bringing journalists from throughout Canada out to see the hunt because most Canadians don't know what this hunt looks like. So we've invited journalists to come here and tell them. We've brought some guests from other countries as well who consider this an issue of international importance because it's the largest hunt of its kind in the world. So we've been bringing folks out and trying to help them get a sense of how this hunt operates, and we believe that it's not a sustainable hunt, that it's not a humane hunt, and that someone needs to show the world what this hunt looks like so that the appropriate pressures can be brought to bear so the hunt will stop once and for all. Because I'm sure that people know that once folks know what this hunt looks like, they're not going to want to support it. The commercial hunt for harp seals, we believe, is inherently cruel because of the imperative to kill as many animals as possible, as quickly as possible. We think it's not really possible to do it in a humane fashion. So when you have a hunt that happens over thousands of hectares of ice, it's dangerous work, it's difficult ground to walk on, and it's important for hunters to kill as many animals as possible as quickly as they can. So the methods that are used don't allow the animals to die a swift and painless death. By and large, it's a cruel activity. We have had some interaction on the ice. The rules mandate that we stay 25 meters back from where the hunt is taking place, and we've purchased distance finding equipment to help us make sure that we keep the correct distance back. So we tend to obey the rules, but occasionally there are interactions with hunters. For instance, just a couple of days ago, some hunters approached us and roughed up some of the members of our party who were out here observing the hunt peacefully. Ici, ce n'est pas une aire de combat, mais ça y ressemble à certains points de vue. Derrière moi, il y a une zone interdite. Quiconque la franchit risque de se faire arrêter par la gendarmerie royale. D'un côté, il y a des chasseurs qui ont des permis
pour tuer des phoques. De l'autre côté, il y a des observateurs, des citoyens, qui la plupart sont opposés à la chasse aux phoques et qui ont obtenu de la Cour suprême un droit de venir observer non seulement les phoques, mais aussi ceux qui les abattent. Le problème des autorités canadiennes, c'est comment amener ces deux groupes antagonistes sur la même banquise à la dérive sans qu'il y ait d'incidents fâcheux. Les chasseurs se plaignent que les observateurs les empêchent de faire leur travail correctement. Ils se plaignent aussi que les hélicoptères dérangent les phoques. Ils ont un peu raison, en ce sens que la loi des pêcheries interdit à quiconque de venir déranger ou harceler un mammifère marin, surtout sur son aire de reproduction. Mais il faut se demander aussi s'il n'y a pas une contradiction fondamentale dans une loi qui interdit à certains de déranger pendant qu'elle permet à d'autres de tuer. We have officers from 3 different police forces out there. We have at least one Canadian Coast Guard icebreaker out there, breaking ice for seals. And we have Fisheries and Oceans, a government department, which has pulled people from all over the place to second to this hunt. So we have tens of millions of dollars of your tax dollars, of my tax dollars, being used to obstruct the observation of an industry. In the United Kingdom, people would find it very difficult to understand that the seal, which is a mammal, is regarded by the Canadians as a fish. And from our vantage point, the government and the sealers, the fishermen, are hiding behind a number of euphemisms. The seal is regarded as fish. The slaughter, which is what it is regarded as a catch. And the language tends to be used, I think, to disguise the reality. Tout est géré par quota, ça. C'est une perche. Ça serait regardé comme une perche. Même chose que pêcher du crabe, du homard, du poisson de fond. Il faut que tu aies un quota, tu respectes tes quotas, tu peux plus défoncer et faire ce que tu as fait avant. Comment est-ce qu'on peut avoir été par là? Il y a un skidoo qui va là. Tout ce que c'est osé a été vendu à Terre-Neuve dans les conseils. C'était le principal acheteur. C'était bien aussi le seul acheteur. Probablement, quand tu es le seul acheteur, tu peux jouer avec les prix pas mal. C'était quoi le prix pour le... Ah, c'était pas fort. Ça variait de 5 à 12 ou 14 $ la peau. The Canadian government and the industry itself has admitted over the last year that the pelt market is more or less saturated, that the world can't absorb any more harp seal pelts. As for meat, there is virtually no human market whatsoever for seal meat. I think that the last year that we have complete statistics for was probably 1996, and in that year, of all of the meat that did not rot in warehouses, over 80% of it was ground up as mink feed for fur farms throughout the Maritimes. So there's virtually no human market for this meat at all. N'importe quoi aujourd'hui tu veux mettre sur le marché, c'est déjà difficile. T'imagines avec la contestation au niveau du loup marin, comment ça peut être difficile. Au niveau de la fourrure, tu sais, tout le monde est parti sur l'idée que la fourrure, tuer des animaux, c'était pas bien. On l'abat parce qu'il sert à quelque chose. Pas parce qu'il sert à rien. Même si au niveau socio-économique, c'est pas un gros apport, faut que tu comprennes que toutes les petites choses rattachées font que dans une année, tu travailles tout au long de l'année. Bien mieux, moi, pas avoir besoin d'un sou du chômage. Cet animal-là, il est exploitable à tous les niveaux. Si on regarde juste au niveau de l'huile du loup-marin, c'est une huile très fine aussi, au niveau de bio-alimentaire ou au niveau du cardiovasculaire, très bénéfique. What we're finding is that the seal oil and fish oil, because we do parallel studies, are both very effective in reducing LDL cholesterol in particular. This is the one that's everybody thinks of as the bad cholesterol because it contributes quite significantly to the development of coronary disease.
One of the fatty acids from these, a fatty acid called docosahexaenoic acid, is actually an essential fatty acid for neuronal and visual development in humans, particularly in infants. And so there's a lot of concern now that we try and get these into things like formula, for example. La peau d'un phoque vaut environ 20 $. Si on voulait l'exploiter vraiment, on ferait de ces petites capsules de graisse de phoque qui contiennent de l'oméga 3 excellente pour la santé. Dans un seul phoque, il y en a assez pour faire une centaine de ces petites bouteilles. Valeur totale, 1 200 $. Désormais, le jeune phoque n'intéresse plus sa mère. Elle ressent la faim, mais surtout un attrait de plus en plus fort pour d'autres individus de son espèce, les mâles adultes. Ces derniers ne sont pas encore montés sur la glace, mais sont restés dans les parages tout le temps qu'ont duré les naissances et l'allaitement. Ils s'approchent maintenant de plus en plus, excités par les femelles qui leur semblent réceptives. Moi, je pense que la première chose à faire, ce serait de développer, dans un petit territoire comme ici, de développer un petit peu la transformation des phoques. Quelque chose de local, quelque chose de petit, mais qui montrait une appartenance à cette espèce des loups marins. Ce qu'on va faire, si ça détruira pas, mais ça mange du poisson. Il mange le mort, puis il mange le morue, puis il mange tout. C'est pour ça que s'il arrête de chasser ça, il faut qu'il les fait des titres de toute manière, il faut qu'il les fasse disparaître de toute façon ou d'une autre. S'il arrête la casse-net, il vient de mettre le cadenas sur le non, c'est au direct que c'était. It's an easy mark for governments to point to escape their own responsibility for having abandoned maritime and Newfoundland populations through their destruction of the groundfish fisheries. And so there's an ongoing attempt to elevate this hunt in place of the fisheries that are now lost, as opposed to devoting some efforts to creating long-term sustainable employment for Atlantic Canadians. Do we leave humans out of the equation when we talk about concern over animal rights and things like that? So that's a very contentious issue, I would suggest. Quand on réfléchit à la chasse aux phoques, c'est difficile de se sentir confortable. On peut pas être un petit peu pour, un petit peu contre. J'ai surtout vu des gens qui étaient tout à fait d'accord ou farouchement opposés à la chasse. Un peu comme si entre les deux extrêmes, il n'y avait pas de position stable. Il y a beaucoup de contradictions dans nos vies. J'ai vu, par exemple, des gens qui étaient contre la chasse, qui mangeraient jamais de viande de phoque, surtout pas de bébé phoque, et qui pourtant mangent du veau et des poulets qui ont passé leur vie enfermés dans des petites cages. Est-ce que c'est parce qu'ils les ont pas vus se faire abattre? Nous autres, chez nous, on bichonne les chiens, les chats. Dans certains pays d'Asie, on les mange. J'en conclus qu'on s'est donné le droit de tuer et de manger certains animaux, mais pas d'autres. Est-ce que ça suffit de faire appel à sa culture, à ses traditions, au besoin de survivre, ou bien s'il faut revoir en profondeur son éthique? Et les phoques dans tout ça? Ceux qui ont survécu aux glaces et aux chasseurs entreprennent une longue migration vers le nord, poursuivant ainsi une tradition millénaire. Sur leur route, ils traverseront frontières et cultures, ils rencontreront toujours des hommes qui voudront les chasser au nom de la nécessité ou de la haine, et d'autres qui voudront les protéger au nom de la vie. Sur une question aussi fondamentale, il est illusoire d'espérer un consensus à brève échéance. Il vaut peut-être mieux se préparer à affronter chaque année cette guerre de convictions et d'images où chacun veut prouver au reste du monde qu'il a raison.
Sure. Nuna su awanani ka asasa inufisa. Ama kuira pasut. Atay nun ni. Ah!